Bonjour à tous, bienvenue pour l'interview. Aujourd'hui, je reçois Zakia Khattabi. Bonjour Zakia Khattabi. Bonjour. Vous êtes coprésidente d'Ecolo. Et tout d'abord, quelques questions d'actualité. Plusieurs pays, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, ont demandé à leur gouvernement, finalement, d'arrêter les négociations concernant les traités de commerce transatlantique. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous et est-ce que vous demandez à la Belgique de faire de même? Alors c'est une excellente nouvelle. Vous le savez, depuis longtemps, les écologistes se sont mobilisés contre les TTIP, ce traité transatlantique. En effet, nous rêverions qu'en effet la Belgique prenne la même position. Alors, on entend, c'était un ministre allemand qui annonçait que le TTIP était mort. On peut s'en réjouir, mais on doit rester attentif. On doit rester attentif parce qu'il y a un autre traité qui est en négociation, c'est le CETA, et dont on sait en fait qu'il porte en lui tout ce qu'il y avait dans cet accord du TTIP. Donc il faut rester attentif que cet abandon du TTIP n'est pas un moyen de nous endormir, pour le dire un peu familièrement, et laisser passer le CETA, dont on sait qu'il porte les mêmes difficultés et nous entraîne dans les mêmes difficultés. Donc pour clarifier, TTIP, c'est les États-Unis avec l'Europe, voilà. CETA, c'est le Canada avec l'Europe. Mais donc ça permettrait, via le Canada, quand même aux entreprises américaines de pouvoir faire ce qu'elles voulaient faire à travers le TTIP. Donc c'est là où on dit que c'est le cheval de Troie. Voilà. Donc restons attentifs, le combat n'est pas gagné. Alors on a beaucoup parlé aussi, on en parle encore beaucoup, du droit de vote au régional pour les étrangers et pour les Bruxellois de l'étranger. Est-ce que Ecolo est prêt à soutenir ces deux nouveautés ? Alors, les écologistes ont toujours plaidé pour une participation la plus large possible à la vie de notre cité, comme on dit. Et donc, c'est vrai que nous avons, mais in tempore non suspecto, j'ai envie de dire, toujours défendu les deux. On a d'ailleurs des textes qui sont déjà déposés depuis longtemps sur cette question-là. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Là où je m'interroge un peu, c'est sur le calendrier et sur l'effet que ça a. Je trouve que le contexte n'est pas favorable pour faire avancer ces dossiers, et même que, j'irai même plus loin, c'est-à-dire si on veut les étouffer dans l'œuf, c'était le moment de sortir ces dossiers-là, donc je le regrette. Mais c'est vrai que voilà, nous sommes quand même pour la participation la plus large, et donc oui, aux deux. Oui, donc si ça arrive au vote, vous voterez favorablement. Voilà. Alors, pendant que les écolos étaient aux différents gouvernements, que ce soit au bruxellois et au fédéral, on ne parlait pas beaucoup du métro, ni de rallongement du métro. Mais maintenant, vous n'êtes plus dans ces gouvernements, donc on se lance dans un rallongement du métro vers le nord. Il y a même un projet d'un député libéral pour prolonger le métro vers la Flandre. Est-ce que vous gardez la même position anti-métro, ou bien est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, le métro ? C'est-à-dire que ce n'est pas une position primaire anti-métro. On sait, d'abord, c'est un gouffre financier, mais en plus, ce ne sont pas des réponses à court terme, ni même à moyen terme. Il faudra au moins 10 ans pour voir les premières rames. Et donc, c'est aujourd'hui que les Bruxellois et les Bruxelloises, que les nafseurs souffrent dans leur santé et de la pollution et de cette densité. Donc, il y a moyen de mettre en place, aujourd'hui, on a mis sur la table des propositions, le REB. C'est un réseau à l'intérieur de Bruxelles, des gares qui sont sous-exploitées et qui nous permettent de circuler à l'intérieur de Bruxelles de manière plus rapide. C'est le RER. Donc, il y a quand même des priorités. Pour nous, les priorités sont ailleurs parce qu'elles apportent des réponses à l'engorgement de Bruxelles aujourd'hui. La question du métro, elle nous renvoie presque à une génération. Et donc, ce n'est pas une bonne réponse pour nous. Mais gouverner, c'est prévoir aussi. On est donc prévoir Bruxelles dans 20 ans, c'est important aussi. Mais prévoir Bruxelles dans 20 ans, ça peut se faire déjà aujourd'hui à travers le REB et à travers le RER. Alors, tout le monde politique a l'air d'accord sur le fait qu'il ne faut pas légiférer sur le burkini. Mais par contre, en matière de voile, on se rend compte qu'il y a, pour le supérieur, pour la promotion sociale, il y a quand même des velléités d'interdire le voile. Est-ce que vous avez une position là-dessus ? Alors, j'ai siégé en commission d'enseignement supérieur sous la précédente législature et j'avais eu le débat avec le ministre Marcourt qui est toujours en charge. Et c'est vrai qu'on est assez étonné de voir que les institutions, à titre individuel, prennent des dispositions d'interdiction alors que ce n'est pas à leur niveau que ça doit se passer. Il faut une législation qui leur permettrait d'intégrer ces interdictions. Aujourd'hui, il n'y a aucune base légale qui permette aux écoles supérieures, aux écoles de promotion sociale ou aux universités d'interdire le voile dans leur enceinte. J'avais eu cet échange avec le ministre Marcourt. C'est ce qu'il avait reconnu. Il avait dit qu'il faudrait un débat au Parlement pour, en effet, le cas échéant, légiférer dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, il faudra un débat politique. Et il n'a jamais eu lieu.
Et donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune base légale qui permet aux écoles d'inscrire dans leur règlement d'ordre intérieur cette interdiction. Pour la promotion sociale, la ministre envisage une circulaire, mais donc il faudra un débat pour vous. Il faut un débat, oui, c'est ce qu'on avait conclu sous la présente législature. Alors, on va parler de rentrée scolaire. Oui. Évidemment, c'est la rentrée du primaire et le pacte d'excellence dont parle le gouvernement. Est-ce qu'il va avoir lieu, d'après vous? Et on l'annonce pour l'automne. Est-ce que vous y croyez? Alors, je dois dire que hier, on a tous découvert les déclarations de la ministre Schins qui disait que le pacte d'excellence devait être neutre budgétairement, oui, qu'il faudrait faire des priorités, mais qu'en plus, il faudrait au moins 10 ans pour que ce soit mis en œuvre. Ce matin, on lit dans la presse que le ministre-président dit que des moyens seront dégagés. Donc on a un peu de mal à suivre la politique de ce gouvernement, donc il faudra d'abord éclaircir les choses de ce point de vue-là. Nous espérons qu'il puisse aboutir et à une échéance plus courte que 10 ans, parce que 10 ans, c'est quand même presque une génération. Et donc, le temps qu'on mette une réforme de notre enseignement en place, on sera déjà à une époque où le monde aura changé, il faudra déjà modifier les choses. Donc, nous espérons vraiment que c'est quand même le projet de cette législature du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'enjeu est fondamental pour les générations futures. Et on sait que c'est d'abord par le maternel, que les choses se construisent et à travers notre enseignement que nos jeunes se forgent leur identité, construisent leur citoyenneté. Et donc l'enjeu est fondamental. Ce que je regrette dans la dynamique du pacte d'excellence, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'enjeu qui est mis au centre des discussions, ce sont les institutions. On voit les enjeux entre les piliers, les enjeux entre les institutions, alors que notre préoccupation à nous, elle est celle des enfants. Et je trouve qu'on a tendance à l'oublier. Les experts ont mis sur la table un certain nombre de propositions qui, je pense, méritent plus que d'être balayées d'un revers de la main par les acteurs, parce que ne vont pas dans le sens que les acteurs eux-mêmes, en tant qu'institution, veulent. Je vais donner un exemple. La question du temps à l'école, du rallongement du temps scolaire. Je trouve que c'est un débat, donc la proposition était sur la table, et que ça mérite un vrai débat beaucoup plus large au niveau de la société. Or, on a vu d'abord que ça a fuité, sans doute pour tuer l'idée dans l'œuf, et donc ça n'a pas permis à l'ensemble, pas seulement des acteurs institutionnels, mais des familles, de réfléchir et de remettre au cœur de leur réflexion l'enfant et le temps biologique des enfants. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui organiser l'école en la mettant en concordance avec le rythme de l'enfant? Ici, on a entendu les institutions qui interviennent, enfin l'accueil extrascolaire. On a entendu les parents en lien avec leurs horaires, etc. C'est tout à fait légitime, mais on a oublié que ce qui devait nous préoccuper, c'était l'enfant. Et donc ça, je le regrette. Je pense qu'il est temps, il y a des propositions qui sont très bonnes, qu'elles soient remises en débat avec comme préoccupation l'intérêt de l'enfant. Donc vous dites, allez plus vite et pensez à l'enfant. Absolument. La FAPEO estime qu'il faudrait 2 heures de cours de citoyenneté et pas une seule. D'autres ajoutent que ça devrait se faire dans le libre et pas seulement dans l'officiel. Quelle est votre position par rapport à ce cours de citoyenneté et de philosophie? Nous avons toujours défendu l'idée que tous les enfants devaient pouvoir bénéficier de ce cours. Je pense que c'est important qu'il y ait un espace-temps où tous les enfants peuvent se retrouver ensemble, au niveau de l'école, mais qui est partagé avec l'ensemble des enfants, quel que soit le réseau qu'ils fréquentent, parce que par ailleurs, ils se voient dans d'autres instances. Et donc les éléments de débat qui seront dans ce cours vont être débattus entre les enfants. On a tous lu, dans le courant de l'été, cet article qui présentait ce cours d'empathie qui a été mis au Danemark. Et c'est vrai que j'ai été un peu dubitative. D'abord, je me suis dit, dans quel monde vit-on? Il faut qu'on donne des cours d'empathie. Et en même temps, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée que de travailler avec nos enfants, et de les accompagner dans la manière dont ils peuvent gérer leurs émotions, dans la manière dont ils peuvent se projeter dans les autres et dans une certaine actualité qui est difficile. Et donc, par rapport à cet enjeu du cours de citoyenneté, je me dis qu'il y a sans doute quelque chose à creuser dans cette voie-là aussi. Alors, un dernier mot concernant les écoles, c'est la surpopulation. Alors, Écolo l'a constaté en maternelle, mais cette surpopulation, elle est partout, en primaire, en secondaire, le problème des inscriptions, et surtout à Bruxelles. Là, quelle est l'urgence pour vous? Qu'est-ce qu'il faut faire de manière urgente? Alors, moi, j'aimerais d'abord entendre le gouvernement bruxellois là-dessus. Il se tait dans
toutes les langues. Je pense qu'il y a lieu d'évaluer le décret d'inscription et de voir où et comment, le système se grippe. Alors on le voit, alors même qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ne sont pas inscrits, il y a quand même un certain nombre de places qui restent disponibles, mais dans des écoles qui ont été étiquetées et cataloguées de telle sorte que les parents ne souhaitent pas inscrire leurs enfants. Alors au-delà de l'inscription d'enfants, je pense qu'il faut aider, accompagner et soutenir ces écoles dans un projet tel que, de la même manière que pour d'autres écoles, on souhaite inscrire les enfants. Donc le manque de place est aussi lié à une certaine image que certaines écoles traînent. Et donc je pense qu'il y a, outre l'ouverture des places, il y a aussi un travail à faire pour que certaines écoles ne soient plus boycottées. Et donc il y a aussi un investissement à faire de ce côté-là. Donc une espèce de marketing scolaire, des campagnes de pub pour ces écoles. On parle de marché scolaire, on parle de marché scolaire. Et je pense que notre responsabilité est de faire en sorte que toutes les écoles offrent à notre jeunesse un enseignement de qualité. Alors parlons de réduction de temps de travail, parce que le PS a dit notre entrée, c'est la réduction du temps de travail. Alors on voit beaucoup d'augmentation des propositions de réduction de temps de travail. Chez vous, il y en a aussi au PTB. Alors en quoi vos propositions sont différentes des autres? Alors je pense que la proposition actuellement sur la table la plus réaliste, c'est la nôtre. Parce que envisager cette réduction du temps de travail sans perte de salaire ou 30 heures, il faut être un peu réaliste. Ce que nous mettons sur la table, c'est un modèle de redistribution, j'ai envie de dire, collective du temps de travail, concerté et sur base négociée. Le modèle est sur la table et donc on est prêt demain à négocier ce projet-là. Ça fait longtemps que les écologistes le portent. Aujourd'hui, la gauche traditionnelle, telle que vous la nommez, apporte cette proposition comme une solution à la pénurie d'emplois. Alors c'est très bien, on joue la solidarité. Mais il y a un autre aspect dans cet enjeu de redistribution du temps de travail, c'est permettre aux uns et aux autres, aux hommes et aux femmes, de pouvoir investir d'autres temps sociaux, d'autres espaces, être plus attentifs, plus près de leurs enfants ou s'épanouir dans d'autres activités. Alors, est-ce que les régions, est-ce que l'État doivent donner l'exemple? On voit à Bruxelles, on parle d'un exemple qui va peut-être avoir lieu chez Bruxelles Propreté. En Wallonie, maintenant, on va le faire chez les fonctionnaires qui ont les travaux les plus pénibles. Est-ce que ce sont des idées à dupliquer à Bruxelles? Alors, je pense, oui, que pour rendre crédible une proposition, il faut pouvoir avoir des espaces où elle est testée. Et pour ce faire, je veux dire, si on veut en faire une politique publique plus générale, il faut que nous puissions montrer l'exemple et que l'autorité publique le fasse. Et donc, je suis curieuse de voir les résultats de ces tests, si vous voulez, pour essayer d'en tirer les meilleures leçons et de faire en sorte qu'on puisse généraliser les expériences. De le faire, par exemple, chez les fonctionnaires bruxellois, de pousser la région bruxelloise à le faire? Oui, ce serait une bonne idée. Donc, visiblement, ils sont à court d'idées. On ne les entend pas ici pour cette rentrée politique. Et donc oui, je les invite à aller voir ce que notamment les Wallons font en matière aussi d'allocation familiale, je tiens à le souligner. Donc il serait temps que le gouvernement bruxellois se réveille un petit peu et mette sur la table des projets un peu ambitieux pour les Bruxellois. Vous trouvez que la dynamique est plus wallonne dans les gouvernements régionaux aujourd'hui que bruxelloise? C'est clair. Je veux dire, aujourd'hui, en lisant la presse ou en écoutant les médias, on parle plus de la rentrée des Diables Rouges que du gouvernement bruxellois. Et donc, je vois, avant de rentrer en studio, je voyais même sur votre journal télévisé un reportage sur une réunion du gouvernement, une réunion dont on dit que c'est la rentrée. Alors, j'ai un peu de mal à voir quel est le projet du gouvernement bruxellois pour cette année. Et c'est vrai que ce qui est inquiétant, c'est un peu business as usual. C'est comme si c'était rien passé à Bruxelles ces derniers mois, ces dernières semaines, alors que comme bruxelloise, je me sens orpheline d'un projet qui rassemble et de cohésion sociale, et pas un mot là-dessus, c'est relativement inquiétant et décevant. Merci Zakia Khattabi, on se retrouve demain. Vous allez retrouver Stéphanie Meyer demain pour l'interview. Bonsoir.